Depuis le temps que nous l'attendions, oui, nous avons enfin l'arc d'entraînement du peloton Perceval et nous avons aussi possiblement la nouvelle crush de Percy. Ne vous inquiétez pas, nous allons parler. Yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien car perso ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la revue du chapitre 109 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, la semaine d'entraînement. Un chapitre juste incroyable qui soulève plusieurs points, notamment avec celui avec la crush de Percy, l'entraînement du peloton Perceval par Lancelot, qui est en soi peut-être meilleur que ce que nous avons eu de l'arc Istar dans Natsu, Percy comme cible des chevaliers chaotiques, et enfin le combat opposant Lancelot et Perceval. Ne vous inquiétez pas, nous allons parler de tous ces points au cours de cette vidéo. Si cette vidéo ainsi que mon contenu vous plaise, likez, partagez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications et de laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à faire un tour sur ma seconde chaîne ainsi que sur mon TikTok, mon Insta et mon Twitter car c'est gratuit, ça fait plaisir et c'est aussi un moyen pour vous de me soutenir gratuitement. Merci à ceux qui le feront. Il y a aussi les différents groupes dont je suis moi-même membre en description avec le groupe Discord, Facebook et même WhatsApp. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les faire un tour. Mais faites-le juste au cas où vous serez fan du manga des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Merci encore à ceux qui le feront. Sur ce, bonne vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais ces temps-ci, j'apprécie étonnamment les pages cover du manga. Mais bon, ça ne va peut-être pas prendre plus de temps. Alors le chapitre commence avec Rosebank trouvant ses compagnons à l'aide d'une cloche l'indiquant là où se trouvaient ses compagnons. Nous avons ces derniers étant énormément heureux et soulagés de la voir. Ils remarqueront les nombreuses égratignures présentes sur son armure, mais bon, pour ne pas dire qu'elle a été sauvée par un ennemi, nous avons cette dernière disant qu'elle a été grandement chanceuse. Elle s'excusera d'avoir causé de l'inquiétude à Mortlach, mais nous savons bien que juste le fait de la voir en vie est en soi déjà excellent. Et nous avons bien évidemment Mortlach la disant qu'il était heureux de la voir vivant. Elle remarquera la personne inconsciente derrière ses compagnons et demandera qui était cette personne. Elle apprendra qu'elle était Govan, l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse et aussi la personne qui avait échangé de place avec elle, la faisant ainsi tomber dans le vide. Livette la dira que si elle le voulait, elle pouvait la tuer à tout moment car elle était leur ennemie. Et aussi, j'allais oublier ce détail, mais lorsque Rosebank apprendra que Govan faisait partie des 4 chevaliers de l'Apocalypse, elle dira juste qu'elle était comme lui. Comme qui? Et comme le chevalier prophétique innocent, bien évidemment. Livette se demandera de qui elle parlait, mais bon, elle changera de sujet. Après leur avoir écouté, Mortlach leur dira juste que personne ne tuera Govan car elle était la nièce du roi Arthur. Déjà juste ce fait m'a énormément fait cogiter car je ne crois pas qu'Arthur aime réellement Govan. Je ne comprends même pas pourquoi Mortlach sauve réellement cette dernière. Le plus important dans cette situation, d'après moi, serait de la buter, surtout avec ce qui sera dit dans la suite de ce chapitre. Et je ne crois pas qu'Arthur leur ait donné l'ordre d'épargner l'un des 4 chevaliers prophétiques. Si je ne me trompe, à la fin de l'arc Lyonesse, Arthur a clairement dit à tout le monde que lui et ses chevaliers chaotiques traqueront tous les chevaliers de la prophétie et leurs alliés pour les éliminer. Et lorsqu'il l'avait dit, il avait d'après moi pris en compte sa nièce. Mais si Arthur voulait vraiment récupérer cette dernière, alors qu'est-ce qui l'empêchait de la récupérer avant de partir avec ses chevaliers pour pouvoir directement l'emmener à Camelot sans avoir ce genre de choses? S'il voulait vraiment la récupérer, alors ça allait être plus pratique pour lui, d'après moi bien évidemment. Avec ce fait établi, je pense que nous avons peut-être là un truc plus personnel concernant Mortlach. Peut-être que Mortlach est en bon terme avec les grands-parents de Govan et veut tout simplement leur ramener leur petite fille vivante. Ça pourrait être cela car si c'est juste pour Arthur, alors je ne croirais pas trop à cela.
Mais bon, donnez-moi votre avis sur cela en commentaire. Pensez-vous que ce que dit Mortlash est dû au fait qu'elle soit la nièce d'Arthur et donc paradoxalement qu'Arthur ressente vraiment des sentiments pour elle, ou juste à cause des grands-parents de cette dernière? Perso, je pense que c'est à cause de ses grands-parents. Mais bon, je m'égare. Après cela, Livette fera un peu opposition à ce que dit Mortlash en disant que dans tous les cas, Govan était prophétisé pour détruire Camelot. Mais bon, vu que c'est Mortlash le leader, alors rien ne va se passer. Govan ne sera pas tué sous ses ordres, bien évidemment. Et aussi, Rosebong n'en voulait pas trop à Govan de l'avoir fait tomber dans le vide, car ça l'a permis de rencontrer Percy. Sachez donc que Govan ne mourra pas de la main de ses chevaliers pour l'instant. Après cela, nous avons Rosebong allant se poser sur un rocher pour pouvoir se reposer. Elle enlèvera sa visière et derrière cette visière se cachait une magnifique jeune femme. Non, matez de vous-même à quel point elle est mignonne. Perso, j'ai juste kiffé cette case avec cette dernière. Nous avons alors cette dernière n'arrêtant pas de penser à Percy, ou plus précisément de lorsque Percy l'avait soigné et aussi des mots énoncés par ce dernier. Avec cela, nous avons possiblement là une nouvelle meuf venant agrandir le harem Percy. Mais attendons de voir comment cela sera développé par la suite. Voyons alors Rosebong pensive. Nous avons Loshranza étant inquiet pour elle et demandant à cette dernière si elle allait bien, car il faisait un peu froid dans le royaume démoniaque. Il ajoutera que si elle avait de la fièvre, elle n'avait qu'à demander à Tomintoul de la soigner. En écoutant spontanément cela, Rosebong sursautera et pour un peu décompresser, elle allait lâcher la mèche concernant la pièce du cercle des ténèbres éternelles détenue par elle en disant qu'elle avait quelque chose de terrible sur les mains. En fait, elle cachait la pièce du cercle des ténèbres éternelles juste sous sa cape. Mortlash lui demandera ce qu'était cette chose terrible, mais pour ne pas vendre la mèche, elle dira juste que c'était un insecte géant du royaume démoniaque qui était collé à elle. Et pour compatir, Mortlash dira juste qu'il détestait aussi cela. Après cela, nous avons juste 3 points sur la case avec Glenesque. Et cette case me fait juste dire que ce dernier a des doutes sur ce que vient de dire son compagnon ou sa compagnarde. Mais je crois qu'il jouera juste le jeu. Et aussi, je ne crois pas trop que Mortlash et Tomintoul aient réellement cru à cette histoire. Mais bon, comme je l'ai dit pour Glenesque, eux aussi vont juste jouer le jeu. Ils se demanderont alors ce qu'ils doivent faire. Et nous apprenons de Tomintoul qu'ils doivent juste attendre une réponse de la part de leurs ennemis, car ils avaient très peu d'informations concernant le royaume démoniaque. Mortlash dira qu'ils ne doivent pas se précipiter car ils avaient tout leur temps. Et nous savons bien que durant les combats précédents du Quatuor et compagnie, Mortlash était là pour voir leur évolution aux côtés d'Arthur. Avec ce fait établi, ils connaissaient déjà plus ou moins le niveau de chaque calamité, en enlevant bien évidemment Lancelot car il ne nous a jamais montré son véritable niveau. Il leur dira de se méfier de Lancelot et Tristan car Govan était déjà entre leurs mains. Il ajoutera que Perceval comparé aux autres était bien en dessous, atteignant même jusqu'à dire que Percy était le plus faible du Quatuor. Si je le savais, je n'allais pas dire que Percy était plus fort que Govan dans la vidéo explicative que je vous conseille d'aller voir, que j'avais faite il y a longtemps. Si ce n'est pas encore fait, allez mater s'il vous plaît. Concernant le classement des membres du Quatuor, même si j'avais énoncé que Percy était plus fort que Govan, je ne savais pas que cette dernière était si puissante. Et aussi, info importante de la chaîne, j'ai commencé à monter pas mal de vidéos concernant l'univers des 4 chevaliers de l'Apocalypse, des vidéos différentes, des reviews. Je vous préviendrai lorsqu'il y aura plus de développement concernant ces vidéos. Mais revenons un peu dans le chapitre. Après que Mortlash ait dit que Percy était le plus faible du Quatuor, il ajoutera qu'ils ont maintenant pour mission de tuer Percy lorsque leurs ennemis entameront l'assaut contre eux. Il dit cela car même si le Quatuor perdait juste un seul d'entre eux, alors la prophétie concernant la destruction de Camelot sera tout bonnement annulée. Donc, ce qu'ils ont maintenant à faire est juste de se reposer et d'attendre le Quatuor de pied ferme. J'allais oublier de le mentionner, mais en tenant compte de la réaction qu'a Rosebong après les dires de Mortlash concernant le fait qu'ils doivent tuer Percy, nous pouvons clairement voir qu'elle n'est pas du même avis qu'eux.
Mais arrêtons-nous un peu par là. Déjà de base, Mortlash dit tout cela sans prendre en compte le roi des démons. Mais puisqu'il a dit qu'il n'avait pas trop d'infos concernant le royaume démoniaque, même si ça a été dit par Tomintoul, on s'en fout, alors ça ne m'étonnerait même pas qu'ils ne connaissent pas le niveau du roi démon, ou même qu'ils ne connaissent juste pas le roi des démons tout court. Et donc d'après moi, la seule chance qu'ils ont de pouvoir arriver à leur fin est d'isoler Percy pour pouvoir l'éliminer. Et s'ils les attaquent de front avec Zeldris de leur côté, ça ne sera pas d'après moi facile. Donc Percy doit au moins être isolé avec par exemple Tomintoul qui est peut-être Nanashi ou même Mortlash lui-même. Mais bon, je parle de la puissance du roi démon, mais peut-être que Mortlash a aussi un niveau assez important, et surtout si Tomintoul est réellement Nanashi, alors son niveau n'est pas à prendre à la légère. Il doit être surpuissant, surtout avec tout ce temps passé. Il a peut-être pu perfectionner son art. Je me demande même si Mortlash connaît que Percy est quasi immortel. Est-ce qu'il sait réellement que Percy s'est déjà réincarné après être mort? Perso, je ne le crois pas. Donc j'attends de voir le dénouement de tout cela. Je pense aussi que ces chevaliers ne connaissent probablement pas qu'il y a une bête géante ayant sur son dos une porte menant au royaume éternel. Et aussi, ils ne connaissent probablement rien de la lune flamboyante. Donc attendons de voir comment ils aviseront. Mais en me focalisant davantage juste sur ce groupe, et en essayant un peu de se creuser les méninges sur l'allure de Rosebank, c'était un peu, et je dis bien un peu, facile de savoir que Rosebank était en réalité une fille, surtout avec son armure. Sans être rabat-joie, elle est assez mignonne et elle a l'air assez jeune. Je me demande si cela aura un impact sur ses chances de survie. Les chevaliers chaotiques sont morts à gauche et à droite jusqu'à présent, mais j'ai l'impression que nous allons finir par en avoir un qui fait défaut à Camelot et qui vit pour raconter l'histoire. Rosebank va déjà à l'encontre de ses alliés à un certain niveau en cachant le fait qu'elle ait réussi à trouver la poigne du dragon, ce qui explique pourquoi les chevaliers chaotiques n'ont pas déjà quitté le royaume démoniaque pour repartir dans leur royaume. Dommage que ces actions soient aussi quelque chose pour laquelle ses camarades pourraient raisonnablement l'exécuter. Et en me souvenant que lorsque j'ai vu Cheninish pour la première fois, j'ai énoncé qu'elle était mignonne et qu'elle ne devait pas mourir, et nous avons juste vu l'inverse se produire. Et avoir la mort de Rosebank fortifiera encore plus l'idée selon laquelle lorsque je vois un personnage féminin dans l'œuvre, je devrais juste dire qu'elle est laide et doit mourir. Peut-être qu'à travers cela, nous pourrons enfin avoir des chevaliers chaotiques féminins survivre. Mais bon, attendons que cette petite supposition sur ce que je dis concernant le fait que je prédise la mort des chevaliers chaotiques féminins soit confirmée avec peut-être la mort de Rosebank et donc selon moi sa survie. Si vous n'avez pas trop bien compris cela, et vu que j'ai dit plutôt qu'elle devra survivre et qu'elle était mignonne, alors nous aurons possiblement la mort de cette dernière dans l'œuvre. Et donc je saurai quoi faire à l'avenir. Quoi qu'il en soit, j'espère que Nakaba continuera de nous montrer plus de points de vue ennemis comme celui-ci. C'est un bon moyen de les étoffer. Et je pense que c'est quelque chose qui manquait jusqu'à présent à la plupart des chevaliers chaotiques, s'ils doivent vraiment combattre les chevaliers prophétiques. J'aime aussi à quel point les chevaliers chaotiques sont amicaux les uns avec les autres. Mais passons à la seconde partie de ce chapitre et paradoxalement aussi à la seconde partie de cette vidéo. Passons aux côtés de nos héros. Mais avant de continuer, si jusque là cette vidéo vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez et commentez juste pour cette première partie de la review. Mais revenons au sujet principal de la vidéo. Nous avons alors le peloton Perceval et Lancelot sur une sorte de plateforme et c'est ce qui sera la base de leur entraînement. Ils seront sur cette plateforme pour s'entraîner. Bonnie se demandera alors comment Lancelot fera pour leur entraîner juste en une semaine. Nous avons un Percy surexcité concernant l'idée et donc l'entraînement commencera. En premier, nous avons Donnie qui aura pour tâche de soulever un immense rocher. Nous savons bien que son pouvoir magique télékinésie est limité à 25 pieds. Je ne sais pas si un pied compte pour un mètre, mais dans la version anglaise ou japonaise, il part de pied, donc on va dire pied. Alors, son pouvoir magique est limité à 25 pieds, ce qui veut donc tout simplement dire que lui et la personne ou la chose qu'il veut déplacer doivent être éloignés à une distance de moins de 25 pieds. Au-delà de cette limite, son pouvoir ne fonctionne juste pas. Nous avons bien vu cela au cours de son combat contre Doronash des talismans obscurs. Ce combat nous a montré
entre autres les limites du pouvoir de Donnie. Avec cela, Lancelot veut donc faire développer son pouvoir car il est placé à 250 pieds, si je ne dis pas de conneries. Ce qui nous montre juste que c'est presque impossible pour lui de pouvoir réussir à faire cette tâche. Pour un peu vous faciliter la tâche, dans la version japonaise, il est dit que 250 pieds sont environ 76 mètres. Donc, en essayant d'arrondir ou de faire un peu plus de calcul, je peux dire que la magie de Donnie est limitée à 7,6 mètres. Car en essayant de diviser les 76 par 10, vu que si je multiplie 25 par 10, ça donne 250 pieds. Alors, en essayant de diviser 76 par 10, ça me donne 7,6. Donc, sachez que la magie de Donnie est limitée à 7,6 mètres et Lancelot veut pouvoir faire arrondir cela à 76 mètres. Donc Donnie devra déplacer un truc qui est hors de la portée de son pouvoir magique. C'est pourquoi Lancelot a choisi cela pour Donnie. Si vous n'avez pas compris, il a choisi pour que Donnie renforce encore plus son pouvoir magique. Donnie soulignera le fait qu'il ne peut le faire car c'était hors de sa portée. Mais bon, vu que c'est Lancelot le chef, il en décidera ainsi, donc Donnie devra paradoxalement le faire. Pour la prochaine tâche, nous avons celle de Naizen. Et la tâche de Naizen est juste de courir sans relâche et sans utiliser de remède auxiliaire pour se soigner. Il devra donc courir jusqu'à l'épuisement pendant une semaine entière. Lancelot fait cela pour augmenter l'endurance de ce dernier car nous savons bien que ce dernier n'est pas du tout endurant. Nous avons Percy sur cette petite case juste hilarant. Il demandera à Naizen avec le sourire aux lèvres qu'il pouvait le rejoindre s'il le voulait. Mais bon, vu que Naizen a une petite dent contre lui avec ce qu'il a fait pour Rosebong, et il lui dira tout froidement que c'était sa tâche à lui et qu'il aura probablement un truc pour lui un peu plus tard. À travers la réaction de Percy et Anne avec ce qu'a dit Naizen, je peux clairement dire que ça a dû être pour eux un truc froid venant de Naizen. Après la tâche de Naizen, nous passons à celle de Anne. Déjà de base, elle préviendra Lancelot de ne pas lui donner de tâches ennuyeuses. Lancelot réfléchira pour sa tâche et ils apprendront de Lancelot que la nature de la magie de Anne avait changé. Mais bon, nous on le savait déjà durant l'arc Walnak avec son combat contre Macduff. En écoutant cela, Anne sera étonnée car elle ne l'avait dit à personne, mais Lancelot pouvait sentir cela. Donc nous pourrons facilement connaître le type de magie des gens à travers Lancelot, ce qui m'enchante énormément. Avant de donner la tâche de Anne, Lancelot se concertera un peu et expliquera que parfois le pouvoir magique se divise en quelque chose qui se renforce étape par étape ou qui se transforme étape par étape. Mais il supposera que Anne était probablement de ceux qui se transforment étape par étape. Percy, en écoutant que le pouvoir de Anne avait changé, voudra connaître ce qui était devenu son pouvoir. Mais elle-même ne comprenait pas totalement ce qui était arrivé à son pouvoir magique. Et donc, elle ne pouvait l'expliquer. Lancelot lui donnera pour tâche de passer la semaine entière à saisir les caractéristiques et les faiblesses de sa nouvelle capacité magique. Et il ajoutera qu'elle devra entièrement la perfectionner avant le combat imminent. Anne lui demandera comment elle allait s'entraîner et Lancelot ajoutera que le pouvoir magique de Anne est un pouvoir de type mental et donc c'était un pouvoir personnel. Elle devra se reposer sur son mental pour pouvoir faire évoluer son pouvoir magique. Donc elle n'a pas trop besoin de l'aide de Lancelot. Elle ne comprendra pas ce que disait Lancelot car se reposer n'est pas un moyen de s'entraîner. Perso, je crois bien qu'avec toutes les tâches que nous avons, la tâche de Anne pourrait bien être la tâche la plus difficile comparée aux autres. Mais bon, continuons. Nous avons alors Percy voulant aussi connaître sa tâche personnelle et nous avons aussi un Percy ayant une nouvelle épée prêtée par Zeldris et non offerte par Zeldris. Après cela, nous avons Lancelot touchant le front de Percy et faisant comme s'il avait vu quelque chose. Nous allons y revenir. Il s'éloignera un peu de Percy et lui dira qu'il devait améliorer ses compétences d'épée pour pouvoir combattre même sans recourir à la magie. Percy se demandera quel genre d'entraînement il lui faudrait pour le faire. Et nous avons Lancelot lui disant juste qu'il devait lui combattre durant toute la semaine en essayant tout type d'attaque, même en utilisant la ruse, ça ne dérange pas. Le but est juste de battre Lancelot. Percy sera un peu étonné d'écouter cela. Lancelot ajoutera que lorsque Percy lui portera un seul coup, alors ils augmenteront de niveau. Donc ils vont d'abord commencer par le niveau 1 et cet entraînement se fera niveau par niveau. Donc après le niveau 1, il y aura un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4, ainsi de suite. Pour pouvoir entamer le niveau 1, Lancelot créera une hache magique, ce
que Percy notera comme étant différent du style de Lancelot. Il remarquera aussi un changement d'humeur de la part de Lancelot et nous avons un Lancelot prenant les capacités et le style de combat de Talisker pour pouvoir entamer le niveau 1 de l'entraînement de Perceval. Il l'a fait à travers les souvenirs de Percy. Il peut copier le style, les capacités de combat et autres d'un individu, mais il ne peut en aucun cas copier la magie de la personne et il peut même copier la façon de parler de la personne. Nous l'avons bien évidemment avec un Lancelot copiant la façon de parler de Talisker. Avec cela, c'est un peu comme si c'était Talisker mais sans sa magie face à Percy. Nous avons alors Lancelot lançant une horde d'attaque sur Percy. Percy sera surpris pendant quelques instants, mais il montrera à Lancelot qu'il avait évolué depuis la dernière fois. Il arrivera donc facilement à asséner un coup à Lancelot. Et j'ai oublié de le souligner, mais lorsque Lancelot copie les aptitudes d'une personne, il peut aussi, s'il le veut bien évidemment, copier son niveau de puissance. Voilà un peu pourquoi Percy a pu lui asséner un coup. Pour ceux qui n'ont pas compris cette scène, voilà un peu pourquoi Percy a pu toucher Lancelot. Il croira qu'il avait blessé Lancelot, mais ce dernier n'avait rien. Avec cela, Percy put donc passer le niveau 1. Place maintenant au second niveau. Pour ce faire, Lancelot fermera les yeux et copiera le style et les capacités de combat de l'adversaire qui a pu tuer sans trop de difficultés Perceval durant l'arc Walnac. Oui, il copiera le style et les capacités de combat du chevalier chaotique aveugle Macduff. Nous avons un Lancelot étranglant même Percy et lui propulsant dans les airs. Nous avons juste sur la dernière case du chapitre un Lancelot avec des yeux fermés et derrière lui se tenait le spectre de l'ennemi invaincu par Percy, le chevalier chaotique aveugle Macduff. Ouais, c'est donc là que se conclura ce chapitre juste incroyable. Sur la marge, nous avons Lancelot a retracé le style et les capacités de combat du chevalier chaotique aveugle Macduff. Et dans la case, nous avons le retour du maître aveugle. J'ai juste trouvé ce chapitre incroyable avec tout ce que nous avons eu. Avec Roseband qui s'ajouterait probablement au harem Percy, les chevaliers chaotiques dans leur ensemble. Et Lancelot juste badass. Concernant cet entraînement, l'évaluation de Lancelot sur son équipe est pertinente, tout comme ses méthodes d'entraînement. Je veux dire, il est leur guide depuis le début et il connaît Donnie, Anne, Percy et Naisen depuis bien longtemps maintenant puisqu'ils ont voyagé ensemble. Mais je me demande s'il vient de leur confier des tâches impossibles en espérant qu'ils puissent encore prendre pied dans le processus. Certaines de ces tâches semblent être des défis de taille pour seulement une semaine, ou s'ils croient vraiment qu'ils peuvent s'en sortir de tous ces défis. Naisen n'a qu'un entraînement physique, il a juste besoin de s'y tenir et de grincer des dents. Cela semble donc presque le plus facile à réaliser. Le plus difficile pourrait en fait être Anne, car cela dépend de sa capacité à réfléchir correctement sur elle-même, sur ses capacités et en extrapoler quelque chose. Donnie et Percy semblent avoir pour l'instant des tâches insurmontables, mais c'est peut-être le point. Il n'a jamais été question d'atteindre l'objectif, mais simplement d'essayer de surmonter les limites qu'ils ont. Je veux dire, dans le cas de Donnie, le simple fait de changer de perspective l'a énormément aidé à comprendre la valeur de son pouvoir. Maintenant, il a juste besoin de cette poussée supplémentaire pour que ça marche vraiment. S'il peut déplacer ce rocher massif, il sera une véritable centrale électrique. Et l'entraînement de Percy avec les sosies des anciens adversaires combattus par lui est d'après moi un bon choix d'entraînement. Selon moi, comparé à l'arc Istar de Nanatsu, je pense que Fortnite of the Apocalypse fait un meilleur travail. Et aussi, je peux dire qu'à travers ce chapitre et tout ce que nous avons eu de Lancelot dans le passé, il semblerait que Nakaba s'engage à faire de Lancelot le plus grand chevalier de tout Britannia. Ce qui est assez normal si nous nous basons juste sur le Lancelot des légendes arthuriennes. La capacité de copier les capacités et les styles de combat d'autres personnes est incroyablement forte. Surtout quand il est apparemment capable de le faire simplement en regardant et n'a même pas besoin de les combattre lui-même. En nous basant juste sur cela, pour ceux qui n'ont pas totalement compris le fonctionnement de cette capacité, Lancelot arrive à le faire car il peut copier les capacités des gens qu'il a vu combattre, mais pas que, car il peut aussi copier les capacités de ceux combattus par d'autres personnes après avoir lu les pensées de la personne concernant cette personne en particulier. Comme avec Macduff, il a dû lire les souvenirs de Percy lui concernant pour pouvoir reproduire ses capacités. Avec cela, je me demande si Lancelot peut reproduire le style de combat des Seven Deadly Sins en nous basant sur le fait
que s'il a vu la personne combattre ou à travers des souvenirs, il peut reproduire. Et si je me souviens bien, Gaozor lui a montré ainsi qu'à Tristan les événements de Nanatsu. Donc en théorie, Lancelot avec cette possibilité a peut-être vu tous les péchés et leurs ennemis en action et donc pourrait peut-être reproduire leur style et leur capacité de combat, ce qui serait en soi incroyable. Imaginez juste un Lancelot reproduisant le style et les capacités de combat de Ban. Perso, je kifferais énormément cela. Ou juste si nous nous basons juste sur le fait qu'il copie les capacités des gens qu'il voit dans les souvenirs de la personne, et dans les souvenirs de Percy, il y a Arthur, Méliodas et même Lancelot lui-même. Donc, qu'est-ce que nous aurons pour les prochains niveaux? Aurons-nous aussi les styles et les capacités de combat de Méliodas? J'attends impatiemment de le savoir. Et d'après ce chapitre, il a été conclu que Macduff est bel et bien le second plus faible adversaire de Percy juste après Talisker. Et nous aurons probablement par la suite le style et les capacités de combat d'Ironside et de Pelgard. Car n'oublions pas qu'ils ont déjà combattu Percy. J'espère que Nakaba révélera bientôt le nom de la nature de la magie de Lancelot, à en juger par la technique route brillante et ses armes qu'il crée. En fait, j'allais oublier de le souligner, mais Lancelot étant capable de créer des armes à partir d'énergie et son habilité inégalée aux armes correspond à la légende de Lancelot, en particulier l'histoire où il combat quelqu'un en utilisant uniquement une branche d'arbre, prouvant qu'il est suffisamment habile pour gagner en utilisant n'importe quel type d'arme. Mais revenons un peu à ce que je disais. Alors, à en juger par la technique route brillante et ses différentes armes qu'il crée, cela semble impliquer une manipulation de l'énergie. Et pour encore plus appuyer cette petite possibilité, il a également utilisé une sorte de technique de barrière pour se protéger et protéger le sol sous lui lorsque Percy a fait exploser l'apôtre Galande. Donc en soi, la possibilité n'est pas folle. J'espère toujours que Lancelot aura une magie sur le thème de la lune, car cela correspondrait au modèle des autres membres du trio. Je dis cela à cause de la page couleur du vitrail du chapitre 91 qui faisait également allusion à quelque chose comme ça. Avec ce que nous venons de voir de Lancelot, Arthur avec Excalibur contre Lancelot avec cette aptitude est le match que je veux le plus voir maintenant. Excalibur et sa capacité à donner toutes les compétences et les styles de combat des utilisateurs précédents à Arthur contre Lancelot et la possibilité de copier toutes les compétences et styles de combat. Peut-être des personnes qu'il a déjà vu combattre ou des personnes que d'autres personnes ont déjà vu combattre serait tellement un match super. Je l'attends avec impatience si nous l'avons réellement bien évidemment dans l'histoire. Pour ceux qui se demandent encore quel est le type de magie de Lancelot, souvenez-vous juste de ce que nous avons eu dans le chapitre 27 avec la conversation entre Guenièvre et Lancelot. Nous prouvons juste que ce dernier possède bel et bien le type héroïsme. Donc sachez que Lancelot possède le type héroïsme qui est formé lorsqu'une personne possède plus de 4 types de magie ou juste 4 types mais pas moins. Mais concernant ce type de magie très rare, j'aime bien les explications sur ce système de magie, mais tout n'est pas clair. Parce que si vous avez besoin de 4 à 5 types de magie pour être qualifié de type héroïsme, alors l'arche lui-même est déjà suffisante avec tout ce que cette technique des déesses peut faire. Et aussi, pour accompagner cela, il y a aussi les ténèbres. Et dans ce cas, cela signifie juste que le type héroïsme est très courant. Tristan a largement montré ce que nous pouvons qualifier de magie spécifique à la race. Mais qui sait quoi d'autre il pourrait manifester? Il pourrait avoir quelque chose de plus unique, comme les capacités magiques des druides qui proviennent du clan des déesses. Mais je les qualifierais toujours de mélange de type humain et de quelque chose qui leur est entièrement propre. Cela pourrait compter comme un tiers si nous passons par l'obscurité, la lumière et peut-être les druides et leurs variations correspondantes. Je ne compte spécifiquement pas les sous-capacités comme leur propre type, puisque l'application de l'arche seule ou tout ce qui est lié à la manipulation des ténèbres ont tous deux de nombreuses formes. L'obscurité principale de Méliodas avait assez de pouvoir pour non seulement exercer une sorte de magie, une pression spirituelle qui pourrait être ressentie, mais génère littéralement une masse physique qui est en soi super ridicule et difficile à quantifier. Donc vraiment perso, les magies comme l'arche ou les ténèbres, je ne les compte pas comme type de magie. Govan aussi, avec tout ce qu'elle nous a montré d'elle, est un peu pareil mais aussi un peu différente. Nous pouvons certainement compter Sunshin et ses applications comme un seul type de magie, mais je ne compterai pas tous les sorts qu'elle peut probablement faire comme un type distinct.
ou plus simplement comme un seul type. Car nous avons parmi les sorts de Govan le vol, la téléportation, l'annulation absolue, le cube parfait, le déguisement et peut-être encore bien d'autres. Tous ces sorts ont tous été affichés par au moins un autre mage, à savoir Viviane. Et elle n'est même pas de haut niveau si l'on considère la situation dans son ensemble. Le sort le plus récent de Govan qui mériterait d'après moi un peu plus d'attention est le sort super lent qu'elle a utilisé contre les chevaliers chaotiques. Je le souligne car ce sort pourrait très bien puiser dans le territoire magique unique de Merlin et pourrait être lié à sa magie infinie. Cela pourrait aussi être lié à la manipulation du flux de temps individuel que nous n'avons vraiment vu que Merlin faire. Et aussi à souligner également, si ce sort qu'elle a balancé contre Mortlash est vraiment le rayon exterminateur, alors ça rapprocherait encore plus cette dernière de la magie de l'infini de Merlin. Mais bon, je crois toujours que tous les 4 calamités finiront par atteindre ou débloquer leur magie de type héroïsme respectivement dans le cadre de leur voyage. Mais en essayant d'y voir de plus près, ça devient encore plus déroutant car les détails sont en grande partie non spécifiés pour chacun d'eux. Surtout avec les sorcières comme Govan, il devient difficile de déterminer ce qui pourrait être une capacité magique innée et unique et ce qui est un sort plus ou moins courant et apprenable. Bien que cela soit en soi une prise chaude discutable depuis l'introduction de Chandler qui a prouvé que des magies uniques apparentes peuvent être transmises et enseignées à d'autres, comme avec le contre total qu'il a enseigné à Melodas. Avec tout cela, j'espère avoir prochainement une explication plus claire sur ce type de magie. Mais bon, avec les membres du quatuor actuel, nous pouvons peut-être ne pas être clairs de si Tristan et Govan possèdent réellement ce type de magie. Mais avec Percy et Lancelot, il est presque certain qu'ils l'ont. Surtout pour Percy et aussi pour ceux qui opteraient pour la rareté de ce type de magie. Et bah, nous savons bien que le type héroïsme est un type très rare. Mais la connaissance de Pelgard et d'autres personnages concernant ce type indique que Percy n'est pas le seul dans l'histoire qui l'utilise. Et donc, il peut y avoir encore d'autres que lui, comme Lancelot. Donc, même si je veux avoir une explication un peu plus claire de ce type, je ne peux pas ne pas parler du fait que d'autres personnes possèdent aussi ce type de magie. Le prochain chapitre a pour titre « À la recherche de la force ». Nous pouvons clairement supposer que l'arc d'entraînement continuera. J'espère avoir dans le prochain chapitre l'entraînement du peloton Tristan, avec possiblement Tristan étant entraîné par Zeldris. Oui, je veux voir Zeldris entraîner ce dernier, ou encore, comme je vous l'avais mentionné la semaine passée, Bélion 2.0 le faire, car Tristan a besoin de s'entraîner pour un peu mieux maîtriser son côté démoniaque. Mais dans tous les cas, le chapitre 109 des 4 chevaliers de l'Apocalypse est un chapitre divisé en 2 parties. D'une part, on fait le point du côté des chevaliers de Camelot, avec une Rosebank se révélant être jeune et troublée par le comportement de Perceval. On suppose donc que la décision de Percy va finalement porter ses fruits. Elle se tait sur ce qu'elle a trouvé, mais Glennet semble se douter qu'il y a un truc. En tout cas, ils sont en mode on va prendre notre temps, on verra bien ce qu'ils prépareront, mais il semble qu'ils vont opter pour viser spécifiquement l'un des chevaliers de la prophétie et en toute logique, ce sera Perceval. C'est le moins dangereux selon leur analyse. Et de l'autre côté, nous avons un Lancelot formant la troupe de Perceval. Tout le monde a droit à son exercice. Même si Lancelot va les superviser, il prend en charge de façon active l'entraînement de Perceval. Les pouvoirs de Lancelot sont toujours aussi impressionnants. Il a poussé les compétences des filles à un sacré niveau. Je me demande si quelqu'un trouvera une parade contre lui. Et aussi, je me demande combien il y a de niveaux et jusqu'où Perceval va pouvoir monter. Est-ce que le boss final de tous ces niveaux sera son père? À voir ce que font la troupe de Tristan de leur côté. C'est ainsi que se conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire sur ce chapitre comme sur cette vidéo. Ça m'intéresse de ouf. Likez, partagez et rejoignez la chaîne si mon contenu vous intéresse. Ça me ferait extrêmement plaisir. Il y a aussi mes différents réseaux sociaux en description. N'hésitez pas à aller les check. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo. Mais surtout, bonne continuation. 4つの厄災で世界を滅ぼす4人の聖騎士。てめえがその一人だ。